décision de 2019 applicable en 2020. Donc tout Agnès, cela est parfaitement organisé avec la volonté de redonner la possibilité aux gens de vivre dignement de leur travail. Agnès Pannier-Runacher, EDF par exemple a fait des profits importants en 2021 et va faire des profits considérables en 2022. Qu'allez-vous faire? Vous allez récupérer évidemment une partie de ces profits, évidemment Mais l'État. surtout EDF. Qu'est-ce que fait EDF? Ils investissent dans l'avenir, ils sont les garants de notre souveraineté énergétique. Je crois que ce que nous traversons aujourd'hui, où on touche du doigt que nous ne sommes pas maîtres de la production d'énergie fossile, rien de nouveau, hein, c'est depuis des années que nous savons que pour le carburant, nous sommes dépendants de l'extérieur, que pour le gaz, nous sommes dépendants de l'extérieur. Lorsque nous sommes en train d'engager l'électrification de notre économie, nous sommes en train de faire en sorte de protéger les Français contre les aléas du marché Vous ne mondial. toucherez pas ces super bénéfices. Ces super bénéfices, ils ont vocation à être réinvestis. EDF est une société qui appartient les tarifs augmentent, essentiellement aux Français. l'État aide les Français, subventionne en quelque sorte la consommation, c'est ça. Et EDF de son côté, fait des super profits auxquels vous ne toucherez pas. Mais c'est pas ça, nous sommes tous propriétaires d'EDF. Oui. Lorsque EDF fait des profits, ça bénéficie à tous les Français. Et ces profits, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent peut-être de futurs EPR, ils deviennent peut-être de futurs investissements dans les énergies renouvelables. Où est-ce qu'on en est? La transformation que nous sommes en train d'engager dans la transition énergétique, c'est une transformation massive que nous mettons à toute vitesse pour faire en sorte que, in fine, les Français n'aient pas à payer plus cher leur facture. Agnès Pannier-Runacher, vous venez de prononcer le mot EPR, le terme, le sigle EPR. 6 EPR en construction, bientôt ou pas? Ça, c'est une décision, et le président de la République l'a dit très clairement, qui sera prise en fonction d'abord de la réalisation. Quand sera-t-elle prise? Jean-Jacques Bourdin, lorsque l'EPR de Flamanville sera livré, nous devons prendre cette décision. Peut-être nous la prendrons un peu en avance lorsque nous serons sûrs que l'EPR de Flamanville est sur la bonne voie. Et la livraison, ça dépend, je dirais, de facteurs industriels. Non, mais ça, oui. Mais monsieur Bourdin... Merci Agnès Pannier-Runacher. Mais Oui, monsieur Bourdin, l'EPR, il est en construction. Oui, ça fait, on va pas prendre... ça fait des années, il coûte une fortune. Et chaque fois, on voit la facture s'alourdir. Agnès Pannier-Runacher, quand est-ce qu'on peut penser que cette EPR de Flamanville sera terminée et en activité? Moi, je vais vous dire très clairement, nous avons réinvesti dans le nucléaire dans le plan de relance. 500 millions d'euros dans le nucléaire, dans le plan de relance. Oui. Dans le plan d'investissement, nous travaillons à construire notre souveraineté énergétique pour les 50 ans qui viennent. Nous allons investir dans les énergies renouvelables, nous allons investir dans le nucléaire. Vous ne me répondez pas sur Flamanville. Je ne vous réponds pas sur Flamanville parce que ce n'est pas l'unique. Ce n'est pas l'unique manière d'investir dans le nucléaire. Et s'agissant de Flamanville, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de la construction de Flamanville. Donc c'est une donnée qui est, je dirais, de rythme. Horizon. Si, nous avons des horizons, bien sûr. Quand entrera-t-il en service? Quand EDF aura terminé sa construction. Je ne peux pas mieux vous dire. Agnès Pannier-Runacher, et si la construction est terminée, les 6 EPR prévus seront construits? Et si sa construction est terminée, nous serons en capacité de prendre cette décision de construire les EPR. Vous la prendrez parce que aujourd'hui, nous avons besoin de nucléaire. Ah voilà, j'allais vous poser la question. Puisqu'on parle de souveraineté énergétique, est-ce que nous devons développer le nucléaire? Oui, c'est ce que nous faisons, Jean-Jacques Bourdin. Lorsque nous investissons 500 millions d'euros dans la filière nucléaire, nous développons le nucléaire. Lorsque nous investissons dans les compétences du nucléaire, dans la sous-traitance nucléaire, dans le développement et de la R&D, de la recherche et développement sur de nouveaux réacteurs, lorsque nous travaillons sur la recherche et développement du recyclage du combustible, qui est un élément essentiel de façon à ne pas développer des déchets, mais à pouvoir les réutiliser, nous investissons dans le nucléaire. Le nucléaire nous avons d'ores et déjà investi dans le nucléaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair, le nucléaire est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout à fait. Et indispensable. Indispensable avec les énergies renouvelables, parce qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire une souveraineté énergétique où nous ne sommes plus dépendants du gaz, où nous ne sommes plus dépendants des carburants. Et pour ce faire, il faut du nucléaire, il faut des énergies renouvelables, et c'est une transformation à marche forcée, et c'est pour ça que nous investissons massivement dans ces technologies. Alors, Agnès Pannier-Runacher, bouclier pour les Français, pour les ménages français, et pour les patrons de
grandes entreprises ou les patrons de PME? Est-ce qu'il va y avoir un bouclier? Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a des dispositifs pour les entreprises électro-intensives, comme on dit, ou hyper électro-intensives, celles qui utilisent beaucoup d'énergie. Et nous avons aussi la capacité à les accompagner. Mais le grand enjeu pour ces entreprises, c'est la même chose que pour ce que nous faisons pour les particuliers en finançant le changement de leur chaudière à fioul ou en finançant leur rénovation thermique. C'est de baisser la facture, c'est de faire en sorte qu'ils puissent disposer d'une électricité qui est compétitive sans devoir dépenser de l'argent avec du gaz naturel pour fabriquer de la chaleur. Donc là aussi, nous avons investi 1,2 milliard d'euros dans le plan de relance pour décarboner les processus industriels. Concrètement, ça veut dire remplacer des installations qui fonctionnent avec du gaz ou avec du fioul pour faire en sorte qu'elles aient accès à de l'électricité, que ça coûte moins cher. Agnès Pannier-Runacher, la France doit devenir être le leader mondial de l'hydrogène vert. C'est ce que dit Bruno Le Maire. D'ailleurs, j'ai vu ce matin une annonce importante, Total Énergie, Air Liquide et Vinci, qui s'allient dans l'hydrogène. Ça, c'est une filière que vous développez, qui va Tout à fait. C'est un plan massif évidemment que nous avons lancé depuis plus d'un an maintenant. 7 milliards d'euros pour l'hydrogène. Nous allons construire dans les prochains mois les premières usines à hydrogène. Quand les verra-t-on physiquement? On commencera à les voir à partir de 2023. Et ensuite, ce sont des montées en cadence en fonction du marché et des besoins. Et je veux faire une précision. C'est pas de l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène bas carbone. C'est-à-dire que c'est Bruno Le Maire qui dit hydrogène vert. L'hydrogène bas carbone, c'est de l'hydrogène qui est fait à partir d'une énergie bas carbone. Ça peut être du nucléaire, ça peut être du renouvelable. Mais vous êtes plus précise que lui, alors, Agnès Pannier-Runacher. Interruption des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie après la crise des sous-marins. Vous êtes au courant? Cette discussion avec l'Australie, elle s'inscrit effectivement dans un moment où... Il y a interruption des négociations? Je ne saurais vous dire. Ce n'est pas un dossier que je suis. Vous ne savez pas? Non. Moi, je vous le dis, moi. Hein, il y a interruption de négociations. Logique. Accord de libre-échange, logique, non? Alors... C'est de la rétorsion. Logique. Non, c'est une... à partir du moment où l'Australie... a pris une décision sans nous en informer, alors que nous avions construit un partenariat stratégique sur une trentaine d'années, jusqu'en 2050. Il est légitime qu'on réinterroge l'ensemble de nos relations avec l'Australie et que nous soyons très clairs sur la manière dont on doit faire des accords. Nous signerons cet accord ou pas? Tout dépend de la manière dont on va dénouer les autres sujets qui nous relient. Avec l'Australie. Bon, Agnès Pannier-Runacher, je voulais vous parler de relocalisation. Les masques, les fameux masques. Les fabricants de masques français. Moi, je me souviens, vous les avez appelés vous-même, ici ou ailleurs. Vous les avez appelés à la relocalisation. Faites des efforts, avez-vous dit à ces industriels français, pour fabriquer des masques français. Eh bien, aujourd'hui, je regardais les chiffres, attendez que je regarde, plus de 95% des masques achetés viennent d'Asie. 95% des masques achetés en France viennent d'Asie. Jean-Jacques Bourdin. Oui. L'État a pris ses responsabilités. Nous avons passé une commande d'1 milliard de masques l'année dernière auprès de 8 entreprises françaises. Nous avons acheté français. Et pour l'année prochaine? Eh bien, nous ne commandons plus de masques. Nous avons reconstitué notre stock stratégique. Aujourd'hui, c'est aux hôpitaux de commander des masques, aux régions, aux départements, et vous savez aux entrepreneurs les hôpitaux, les collectivités locales commandent leurs masques. Moi, je trouve ça très choquant. Alors que l'État leur a donné les moyens, avec des clauses juridiques particulières, clauses sociales, clauses environnementales, de pouvoir acheter des marchandises qui sont produites au plus près de leur site où ils sont livrés en masque, qu'on continue à acheter massivement en Chine. C'est la responsabilité des présidents de région, des présidents de département, des responsables des hôpitaux, d'être capable aussi de se prémunir contre des ruptures d'approvisionnement. J'ai compris, mais dans les appels d'offres publiques, pourquoi ne pas obliger à acheter français? Alors, on ne peut pas obliger parce que sinon on aurait un problème lorsque nous vendons des marchandises en